Alfa Romeo Junior. Nous avons le leasing social. Alors, moins de 200 euros, par contre... Oh là, ouais, 199 quand même. C'est le seul constructeur positionné premium qui propose un véhicule en leasing social. Ah bah, ça marchera pas à ce prix-là, hein. 156 chevaux, 410 km. Par contre, elle est bien équipée, ça compense un peu, mais bon, au final, est-ce vraiment une offre si intéressante? Un goût de premium pour moins de 200 euros par mois, c'est pas mal. Pour rappel, le leasing est une offre de location longue durée. 36 mois, 36 000 km. Premier loyer majoré, couvert par l'aide spéciale de 7 000 euros. Alors, commande ouverte le 30 septembre, comme d'hab. Bah, c'est pas très bien placé, hein, je suis désolé. Euh, alors, si, évidemment, il y a peut-être des gens qui vont vouloir un véhicule premium. Mais bon, peut-être que la concurrence fait mieux, hein. Est-ce que Volkswagen ne serait pas mieux positionné pour un véhicule plus, avec un meilleur gabarit, plus logeable en plus, et moins cher du coup? Ouais, pas sûr que ça décolle vraiment cette offre-là. La recharge bidirectionnelle V2L flingue-t-elle les batteries de VE? Ma réponse, j'ai pas lu l'article, mais je pense que non, du coup. Ou alors, faut vraiment, si tu t'en sers tous les jours, peut-être, mais bon. Une récente analyse montre que si la recharge bidirectionnelle ajoute bien des cycles de charge supplémentaires à votre VE, l'usure de la batterie n'est en réalité que très peu affectée. Bah, bien sûr. Tout est une question de combien tu utilises de cycles avec ça, quoi. Pour répondre à cette question, The Mobility House Energy, spécialiste des solutions de recharge intelligente, et l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle ont mené une étude approfondie. Leurs tests ont porté sur plusieurs types de cellules cylindriques prismatiques souples, soumises à différents scénarios de recharge. L'objectif, c'est de mesurer l'impact de ces pratiques sur la dégradation des batteries sur une période de 10 ans. On apprend que le V2L engendre bien une usure supplémentaire, mais dans des proportions limitées. L'augmentation du vieillissement est estimée entre 1,7 et 5,8 points. Concrètement, ça signifie qu'après 10 ans, une batterie de 50 kWh ayant servi au V2G pourrait perdre environ 21% de sa capacité contre 18% pour une recharge classique. Une différence qui se traduit par une autonomie réduite d'une dizaine de kilomètres seulement. Ce léger écart s'explique par le fait que les cycles V2G n'impliquent généralement pas des charges complètes et qu'une gestion intelligente limite les sollicitations extrêmes. Les experts soulignent toutefois que ces résultats obtenus en laboratoire ne prennent pas en compte les systèmes de gestion embarqués des constructeurs qui permettent d'optimiser la préservation des batteries. Une étude en conditions réelles pourrait donc encore moindrir l'impact du V2G sur les batteries. Les chercheurs se sont également intéressés à la recharge intelligente, V1G. Cette technique consiste à déclencher la recharge lorsque le réseau électrique est le moins contraint et lorsque les énergies renouvelables produisent de l'électricité. Selon eux, ce processus préserve mieux la batterie qu'une recharge classique. Le vieillissement de la batterie est réduit de 3,3 à 6,8 points en pourcentage. Sur une batterie de 50 kWh, il resterait théoriquement 292 km au bout de 10 ans, au lieu de 274. Ouais, alors leur étude est un peu balbutiante, elle bat un peu de l'aile, quoi, hein. Enfin, c'est... Je sais pas, en vrai, l'étude, elle vaut pas grand-chose. On va pas se mentir. Moi, c'est surtout par rapport au kilowattheure que tu utilises, au nombre de cycles que tu utilises pour prélever de l'électricité de la batterie, c'est tout, en fait. Ça se joue que sur ça, hein. Tu fais tes calculs, si tu vois que t'as... Je sais pas, on va dire, t'as utilisé 1 mégawatt sur une batterie de 50 kWh, ce qui fait 1000 kWh, donc 20 cycles, grosso modo. Bah voilà, tu fais tes calculs à partir de là, et puis basta, quoi. Mais bon, normalement, non, ça va pas vous flinguer la batterie, hein. Hormis usage intensif, c'est comme tout, hein. Bon, votre avis là, sur cette étude qui me paraît pas terrible, quand même. Xpeng P7, hein. Ah, l'arrière, je suis pas fan. Alors, c'est peut-être la couleur aussi qui fait que la voiture est pas terrible. Longueur, nouveau modèle VS ancien, 5,017 m, 4,88 m. Donc elle gagne en longueur, elle gagne largement en largeur aussi, et en hauteur, elle est plus basse. Non mais enfin, c'est une nouvelle voiture en fait. Pourquoi l'appeler P7? Elle est quand même assez différente, je trouve. Il y a le design, mais aussi les performances. La P7 entend se dire sur les deux tableaux. Les ingénieurs de la marque ont travaillé sur son coefficient de traînée pour atteindre 0,201. C'est mieux que les Unix 6, Model 3 ou ID7, respectivement à 0,21, 0,225 ou encore 0,23. Un chiffre qui contribue directement à l'autonomie. 820 km CLTC, d'ailleurs. 270 chevaux pour la version entrée de gamme moteur arrière. Il y a une déclinaison à transmission intégrale, 437 kW, donc 595 chevaux. Il y a également deux tailles de batterie. 74,9 kWh, 702 chinois,
ou 92,2, 820 cycles chinois également. Grâce à une technologie de recharge rapide 5C, elle peut reprendre 512 km en 10 minutes, ou passer de 10 à 80% en 11 minutes. Ça, c'est impressionnant par contre. Faut avouer que là, c'est dingue. À l'intérieur, Xpeng mise sur un environnement totalement high-tech à l'image de ce qu'elle propose habituellement. Alors, affichage tête haute. Puis l'écran central, hein, donc, comme on voit là. L'arrière, je suis moins fan, l'avant, ça va. Après, c'est peut-être une question d'habitude aussi, je sais pas. La Xpeng P7 vient en concurrence directe modèle 3, Zeekr 001, BYD Han et Xiaomi Su7. La marque va tenter de se démarquer avec un prix d'appel attractif. Prix qui n'a par ailleurs pas encore été révélé. Ça sera que fin août. Elle devrait arriver en France, certainement plus tard, donc peut-être l'année prochaine, hein, en 2026. Bon, bah sur le papier, ça fait rêver, hein. Elle a l'air bien aboutie cette voiture. Par contre, elle est grosse, elle est massive. C'est un peu dommage ça. Ça plaira pas à tout le monde du coup. Alors la Inster, pour le leasing social, qu'est-ce que ça donne? 99 € par mois, sans apport. Eh ben c'est pas mal, hein, en vrai, de vrai. Hyundai entre ainsi dans le club très fermé des modèles sous les 100 € par mois, avec pour l'instant la IC3 et Fiat Panda. Donc attention, c'est évidemment avec la config de base, c'est-à-dire 97 chevaux et 42 kWh seulement de batterie. 323 km de LTP équivalent rival de Stellantis. La Hyundai a en série un chargeur triphasé de 11 kW. Elle est de plus mieux équipée puisqu'elle a d'office l'accès main libre, la caméra de recul, clim auto, feu de route intelligent ou encore la navigation sur écran tactile. La montée en gamme par contre aura un coût. Hyundai offre un exemple avec la Creative 49 kWh, 155 € par mois. Autonomie de 359 km. L'équipement complet, genre 17 pouces, chargeur induction, mais à 149 € par mois, vous avez un Skoda Elroq. Bon là pour le coup, la 49 est bien moins placée, hein. Ça prouve vraiment qu'ils veulent écouler les versions 42 kWh qui se vendent pas à mon avis, et 97 chevaux, avec ce prix d'appel très intéressant. Quitte à choisir entre une Citroën IC3 et une Hyundai Inster, je prends clairement la Hyundai pour le coup. Il n'y a pas photo pour 4 € de plus par mois. Franchement, les yeux fermés quoi. Donc à voir comment ça va évoluer les ventes. Alors, les fameuses Sonotion. Eh ben, il y a des prototypes qui sont aux enchères. Bon, par contre, on peut pas les homologuer, on peut pas rouler sur la route de manière légale, entre guillemets, hein. Les prix de départ sont accessibles 10 € pour un lot de garniture, 12 € pour 3 pare-chocs arrière, 50 € pour un moteur, 600 € pour une voiture solaire entière ou presque. 10 exemplaires sont proposés, mais dans leur état différent. Elles ont l'air très sales, notamment. Certains affichent un degré d'achèvement proche du modèle de série, d'autres portent un camouflage, quand certains ne sont guère plus qu'un assemblage expérimental de pièces. Leur avenir se joue plutôt dans les laboratoires des ateliers ou de passionnés, ou au sein de collections privées. Pour la Sion avait pour ambition de se charger, en partie grâce au soleil. Ouais, mais c'est dommage, parce que l'idée était bonne en vrai. Mais j'espère que les gens qui ont investi dans ce constructeur vont être remboursés, hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez investi et si vous avez reçu un remboursement, parce qu'il y en a qui ont acheté directement une voiture en fait. Ils ont payé 15 000 ou 20 000 € je crois. Donc alors, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il doit y en avoir quand même. Donc bon, c'est dommage qu'on puisse pas les homologuer. Mais après, bon, pour les étudier la voiture, voir un peu comment ça se passe, etc., ça peut être pas mal.